J'écris pour une espèce d'homme qui n'existe pas encore. Pour les maîtres de la Terre, qui ne tarderont pas à venir. Je les vois venir avec une volonté puissante, un désir de dépassement et une capacité à supporter le poids de cette terre sans s'effondrer sous elle. Ces hommes posséderont la force de forger de nouveaux chemins, de nouveaux ordres et de nouvelles valeurs. Ils ne craindront pas la solitude ou l'incompréhension, car ils sauront qu'ils sont les créateurs du futur. Ces hommes auront le courage d'affronter la réalité telle qu'elle est, et non telle que les illusions et les préjugés des autres veulent la voir. Ils seront les architectes d'une humanité future, les pionniers d'un monde qui ne craint pas la vérité. Nietzsche, par-delà le bien et le mal. Cet aphorisme a été écrit en 1886. Quel type de personne vous vient en tête quand vous entendez ces mots ? Un entrepreneur ? Un athlète ? Un artiste ? J'ai l'impression que c'est un peu tout ça réuni. À la fois, ils font des trucs différents, mais en même temps, on sent que c'est l'expression d'énergie pas si éloignée. En tout cas, on a forcément rêvé d'être l'un ou l'autre. Bon, ok, peut-être pas entrepreneur. En fait, c'est nouveau que ça va se révéler, gens. Est-ce que c'est la gloire, la célébrité, l'argent ? Je sais pas vraiment. Mais en tout cas, moi, c'était à eux que je voulais ressembler. Donc j'y suis allé, et ça s'est pas trop mal passé. J'ai atteint la plupart des trucs que je voulais. Sauf que, ça fait 5 ans maintenant, et j'ai pas l'impression que les conséquences directes de la réussite de ma boîte soient les choses qui m'aient rendu le plus heureux. C'est marrant comme ces 3 métiers sont toujours ramenés à une quête unidimensionnelle. Un athlète, ça doit gagner des titres. Un écrivain, ça doit écrire un best-seller. Et un entrepreneur, ça doit gagner des millions. C'est comme si t'étais par défaut inscrit dans un jeu dont quelqu'un d'autre aurait décidé des règles. Et j'ai pas l'impression que ce soit ça dont parle Nietzsche. Donc j'ai fait un truc idiot. J'ai regardé ce que ça voulait dire entreprendre. À la base, ça vient du latin inter praendere, saisir avec la main. Entreprendre, c'est se saisir de quelque chose pour le maîtriser. Et là, j'ai connecté les fils. Le mot existe depuis des centaines d'années, et il a progressivement été détourné de son sens, vers une signification intégralement économique. Entreprendre, c'est devenu se saisir d'un marché. Mais qu'est-ce que ça donnerait d'appliquer cette philosophie nietzschéenne à l'entrepreneuriat ? Eh bien, je pense qu'entreprendre, ça serait devenu la quête de la maîtrise de soi-même. Ça correspond plus à ce que j'ai l'impression de vivre depuis 5 ans. Et je suis pas le seul à trouver que ce que tu chéris le plus, à la fin, c'est pas ce que t'as atteint, mais qui t'es devenu, après t'être saisi de toi-même. Nietzsche avait une formule pour désigner ces individus qui incarnent le dépassement d'eux-mêmes. Les surhommes. Je me suis demandé comment ça se traduirait dans un contexte entrepreneurial. Est-ce qu'il existe vraiment une voie qui combine l'opportunité économique pure et la volonté de s'accomplir soi-même ? Quelles en seraient les valeurs ? Et surtout, quel type d'aventure y serait compatible ? C'est Théo. Aujourd'hui, on va parler des surentrepreneurs. Alors on peut pas parler de Nietzsche sans parler de la volonté de puissance. Selon lui, c'est la force motrice fondamentale de la nature, qui s'applique à tous les aspects de la vie. Elle exprime ce désir de dépassement et de transformation qu'on aurait tous ancré au fond de nous. La vie elle-même m'a dit ce secret. Vois, a-t-elle dit, je suis ce qui doit toujours se surmonter soi-même. À cause de moi, vous devez toujours être vos propres ennemis, car vous devez vouloir vous surmonter vous-même toujours plus. Donc le point de départ de l'énergie surentrepreneuriale, c'est la volonté de devenir plus que ce que vous êtes. Ça serait l'expression de la volonté de puissance, mais dans un contexte économique. Quand on lit ça, c'est assez tentant de sauter sur la conclusion qu'on devient surentrepreneur en suivant la voie de l'enrichissement personnel. C'est la façon dont l'entrepreneuriat est dépeint sur internet. Il faut avoir un business, quitter son CDI et devenir millionnaire. Sinon, t'as raté ta vie. Le but, ça serait de s'élever au-dessus des autres, de sortir de la masse, la rat race. Ça fait d'ailleurs partie du lexique infopreneurial, qui derrière le rideau se réfère parfois à ses clients avec le mot moldu. L'idée n'est plus de devenir ce que vous êtes, mais de devenir ce quelqu'un d'autre. Cette version de vous-même qui pourra enfin surplomber les gens moyens. Sauf que la volonté de puissance, c'est pas ça. Ce que veut la volonté de puissance, ce n'est d'abord pas dominer les autres, mais affirmer et exprimer sa propre force créatrice. Il s'agit de se réaliser pleinement, de devenir ce que l'on est réellement. La volonté de puissance n'est pas une volonté de domination ou de pouvoir, au sens traditionnel. En fait, cette volonté de dominer les autres, selon Nietzsche, c'est surtout une tentative de compenser une insécurité intérieure. Ceux qui cherchent à dominer sont souvent motivés par un sentiment d'infériorité ou de manque de contrôle sur leur propre vie. Nietzsche pense que la domination externe est une manifestation de la dépendance, car elle montre que l'individu ne trouve pas sa force et sa valeur en lui-même, mais cherche à les obtenir par le contrôle des autres. Celui qui est dépourvu d'esprit ne trouvera jamais la véritable grandeur en lui-même. Il cherchera toujours à l'obtenir de l'extérieur, par la domination et le contrôle des autres.
Un tel individu révèle sa faiblesse et sa dépendance, car il n'a pas la capacité de se suffire à lui-même. On ne peut pas devenir ce que l'on est si, pour ne plus être comme les autres, on fait comme un autre. C'est tout le double sens du mot contre, qui veut à la fois dire en opposition et en appui sur. Quand vous êtes appuyé contre un mur, c'est lui qui vous aide à tenir debout. Donc exprimer sa volonté de puissance, ça n'est non seulement pas chercher à imiter quelqu'un de puissant, et encore moins quand l'objet de l'imitation est l'incarnation d'insécurité dans un personnage caricatural. Il y a une autre voie économique qui semble a priori mieux incarner la volonté de puissance. C'est la start-up. Une start-up, c'est pas juste une entreprise qui démarre. C'est une boîte en quête d'innovation radicale. Ça termine souvent en échec cuisant, mais c'est le prix à payer pour qu'il y en ait une qui réussisse de temps en temps. BlaBlaCar annonce avoir levé 200 millions de dollars. Alors, ça a le mérite d'être plus authentique, du moins quand c'est pas copié sur les US, mais c'est pas vraiment une expression de la volonté de puissance non plus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'écosystème startup, il n'a pas été construit pour les entrepreneurs, mais pour les investisseurs. Il n'y a pas de quête effrénée de croissance sans un venture capitaliste qui la finance. C'est une excellente chose pour grossir vite, mais moins bien pour un entrepreneur qui voudrait se développer personnellement. Les intérêts économiques exacerbés cohabitent mal avec le calme et l'espace dont les idées ont besoin. Ce qui avait démarré comme un véhicule d'expression de la créativité d'un entrepreneur est souvent dénaturé par les velléités économiques d'un investisseur. Le problème, c'est qu'une fois que vous avez commencé à lever des fonds, la quête de lever de l'argent devient la principale idée qui vous occupe l'esprit. C'est ce à quoi vous pensez lorsque vous prenez votre douche le matin. Cela signifie que les autres questionnements ne sont plus pris en compte. Et parmi elles, la question de l'expression de soi-même. Aucun investisseur n'en a rien à foutre que licencier 1000 personnes par Zoom, ça soit pas dans vos valeurs. Donc là vous vous dites, pas de problème, il y a juste à pas lever de fonds et faire le truc moins vite. Alors ça a un nom, ça s'appelle la mouvance Bootstrap. Et j'ai essayé. L'idée est pas mal, prendre du recul sur la quête de croissance à tout prix pour permettre aux entrepreneurs d'équilibrer leur vie. Pour comprendre si c'est compatible avec la volonté de puissance, faisons un retour à l'origine de l'idée. En fait, Nietzsche, il l'a construite sur une critique de la vision pessimiste d'un autre philosophe, Schopenhauer, qui parlait plutôt de volonté de vivre. Alors c'est quoi la différence entre les deux ? La volonté de vivre, c'est la force qui pousse tous les êtres vivants à continuer à exister et à se reproduire, mais pas à se dépasser. Il dit que la vie est essentiellement une lutte pour l'existence, et donc que la volonté de vivre se manifeste principalement par des désirs constants qu'on cherche continuellement à satisfaire. Mais chaque satisfaction n'est que temporaire, il donne naissance à de nouveaux désirs, etc. Et donc il t'explique que la seule manière de minimiser cette souffrance, c'est ce qu'il appelle l'ascétisme, qui consiste à renoncer au plaisir et au désir matériel. En gros, la vie de moine quoi. Pas ça Nietzsche, il valide pas du tout. Ce que Schopenhauer appelle la volonté de vivre n'est qu'un terme pour désigner la manifestation d'un instinct plus profond, d'un besoin de pouvoir et de croissance. La vie ne veut pas seulement se perpétuer, elle veut surmonter, créer, dominer, par-delà le bien et le mal. Le bootstrap, c'est la manifestation entrepreneuriale de la volonté de vivre, ce qui en fait pas un courant très nietzschéen. Il répond au challenge posé par la croissance en disant « ce qui est important, c'est pas la destination, c'est le chemin ». Est-ce que finalement, grossir vite, c'est si important que ça ? Le problème, c'est qu'en faisant ça, il ne surmonte pas la souffrance. Il la contourne en faisant mine d'y renoncer, tout en sachant au fond de lui qu'elle l'appelle. Ça en ferait un genre de lâcheté, mais maquillé en sagesse. Vous voulez que votre douleur soit pour vous une bénédiction. Vous ne voulez pas fuir la souffrance, mais l'embrasser. Car c'est à travers elle que vous trouverez la rédemption et la grandeur. Crépuscule des idoles. On ajoute à ça le fait que l'origine du mouvement Bootstrap, c'est quand même l'opposition aux startups backées par des VC. Et ça en fait une énième construction contre quelque chose. Encore une façon d'être peu nietzschéenne. Aucune de ces trois conceptions classiques de l'entrepreneuriat n'incarne vraiment ce qu'entendait Nietzsche par sa volonté de puissance. Pour construire ce que serait la voie sur-entrepreneuriale, il faut revenir au point de départ de la volonté de puissance, qui vient d'une remise en question des valeurs morales. Il y a une idée phare de Nietzsche dans la généalogie de la morale, c'est la morale d'esclave. Dans ce livre, il enquête sur l'origine des valeurs humaines. En gros, pourquoi est-ce qu'on dit par exemple qu'être généreux c'est bien, qu'être égoïste c'est mal, etc. La thèse du bouquin, c'est de dire que les valeurs morales ne sont pas des vérités éternelles et universelles, mais des constructions historiques. Elles viennent de nos conditions sociales et des relations de pouvoir. On va détailler un peu.
En gros, il explique qu'il y a deux morales, celle des maîtres et celle des esclaves. La grande distinction entre les deux types de morale est celle-ci. Dans la morale des maîtres, c'est la noblesse qui impose des valeurs. Dans la morale des esclaves, c'est la réaction contre cette noblesse qui crée ces valeurs. La morale des maîtres, c'est celle qui découle de la volonté de puissance. Elle vient des aristocrates de l'ancienne Grèce et de la Rome antique. Les valeurs principales, c'est la force, le courage, la noblesse, la fierté, etc. Vous captez. A l'inverse, la morale des esclaves, c'est celle qui naît du ressentiment des faibles envers les forts. Ils sont incapables d'exprimer leur volonté de puissance directement, donc ils transforment leur ressentiment en valeurs morales, qui sont l'inverse de celles des maîtres. Les faibles valorisent des qualités comme la compassion, l'humilité et le pardon, parce que ça leur offre une forme de revanche morale contre les puissants. La morale des esclaves repose sur une fausse interprétation des instincts nobles. En dévalorisant la force, la puissance et l'affirmation de soi, elle prône la soumission, l'humilité, la pitié, perpétuant ainsi la faiblesse et le ressentiment. Crépuscule des idoles. Le problème de la morale d'esclave selon Nietzsche, c'est qu'elle prône des idéaux de justice qui sont en fait une volonté de renverser le fort. Il invite à se méfier de cette morale, qui n'est pas si vertueuse qu'elle semble être. La haine de la richesse en est un exemple. Puisqu'il est incapable de s'enrichir, le pauvre traite le riche de malhonnête, et en tire ainsi une vengeance, qu'il rassure dans la moralité de ses actions. S'il n'est pas riche, c'est parce qu'il est trop honnête. Ça nous donne une première piste sur comment exprimer cette volonté de puissance qui consisterait à renouer avec la morale des maîtres. Pour ça, il s'agit de remplacer la recherche du bien et le rejet du mal par la quête de la force et le renoncement à la faiblesse. Dans un contexte entrepreneurial, des faiblesses nietzschéennes, j'en vois 3. La première, c'est le conformisme. Le conformisme, c'est la tendance à adopter les comportements et les opinions d'un groupe. Cette adoption se fait souvent par désir d'intégration et peur du rejet. Le problème évident du conformisme, c'est qu'il implique généralement une suppression de l'individualité, et donc en même temps de l'expression de la volonté de puissance. Now those of you, I see the look in your eyes like, I would have walked differently. Well, ask yourselves why you are clapping. Conformity, the difficulty in maintaining your own beliefs in the face of others. En fait, en se conformant, les individus répriment leurs instincts naturels et leur désir de se dépasser. Le concept du bien chez les masses est un conformisme servile. La société a besoin de gens conformistes, soumis et obéissants pour fonctionner. Mais ces qualités sont le contraire de ce que les esprits libres et nobles doivent cultiver, par-delà le bien et le mal. Nietzsche parle beaucoup du concept de morale de troupeau, qu'il décrit comme la force qui homogénéise les individus et favorise la médiocrité. Il estime que suivre aveuglément les normes sociales empêche les individus d'exprimer leur véritable essence. En ce sens-là, l'acte d'entreprendre est un pas en avant, car il est souvent fait au prix de la validation sociale. Mais ce n'est pas suffisant. Des règles, il y en a dans tous les groupes, et à chaque étape, il est tentant de s'y conformer. Après tout, il existe un playbook pour faire une marketplace, par exemple. Pourquoi ne pas le suivre ? La réponse est dans le présupposé. Un playbook, pourquoi ? Gagner beaucoup d'argent, oui. Exprimer sa volonté de puissance individuelle, rien n'est moins sûr. Vous avez votre chemin, j'ai le mien. Quant au chemin qui mène au but, il n'existe pas. Le gai savoir. L'antidote au conformisme n'est pas l'anticonformisme, mais le courage. Ce courage, c'est d'abord la capacité à affronter la vérité, même lorsqu'elle est douloureuse. Mais aussi et surtout, celui de devenir ce que l'on est. Mon enseignement, c'est « Vivez dangereusement. Construisez vos villes sur le Vésuve. Envoyez vos navires sur des mers inexplorées. » La seconde faiblesse, c'est le ressentiment. Et notamment, le ressentiment envers le fort. Cette faiblesse est intéressante, car elle touche aussi beaucoup les entrepreneurs entre eux, via ce fameux jeu de la comparaison. Qui est le plus riche, le plus connu, le plus intelligent ? De même, les start-upers critiquent les infopreneurs pour leur méthode, tout en enviant leurs revenus. Et les infopreneurs critiquent la pédance des start-upers, tout en enviant leur statut social. Voilà une belle expression de la morale d'esclave. On pourrait aussi la voir en action dans les mouvements aux antagonismes trop prononcés. Combattre la grosse boîte du secteur quand vous vous lancez, c'est admettre qu'elle est votre maître. Or, le surentrepreneur est en guerre contre personne d'autre que lui-même. La morale des esclaves, en contraste avec la morale des maîtres, a besoin d'une perspective hostile et méprisante pour pouvoir exister. Elle a besoin du monde extérieur, de tout ce qui est noble et puissant, pour pouvoir dire non à ce qui est extérieur, différent, non-soi, par-delà le bien et le mal. Le ressentiment, selon Nietzsche, se matérialise par une culture de la victimisation, qui consiste à accuser constamment des causes extérieures pour ses propres échecs. On dit du pouvoir qu'il suit le doigt accusateur. Si c'est le cas, l'autoresponsabilité semble être la façon d'incarner cet idéal de force. Comme le disait le précepteur dans cette sublime formule,
Le fort, ce n'est pas celui qui libère son ressentiment, c'est celui qui se libère du ressentiment. Enfin, la troisième faiblesse, c'est le ressentiment, mais dirigé vers soi-même, la culpabilité. La mauvaise conscience, ce sentiment de culpabilité, de remords, est une maladie, une torture mentale infligée par les institutions sociales pour soumettre les individus à leurs règles. Nietzsche assimile la culpabilisation à de la manipulation au nom d'un code moral, dont nous avons montré les limites en partie 1. Le sentiment de culpabilité est un aveu de faiblesse, car il montre l'infidélité à son propre code de valeurs. The only sensible way to live in this world is without rules. And tonight you're gonna break your one rule. D'autant plus que la culpabilité peut donner lieu à de la pitié. Nietzsche voit la pitié comme une force qui affaiblit aussi bien celui qui l'éprouve que celui qui en fait l'objet. La pitié s'oppose en principe aux émotions tonifiantes qui accroissent l'énergie de la vie. Elle a un effet dépressif. En s'apitoyant, on perd de la force. Pour celui qui en est le récepteur, elle l'encourage à préserver sa position de victime, et donc à ne pas exprimer sa volonté de puissance. Vous voyez, ça perturbe Nietzsche, hein ? En fait, c'est pas que la pitié est bonne ou mauvaise, mais qu'elle a rien à faire dans un acte entrepreneurial, tout comme la morale. Bon, tout ça pose une dernière question. S'il faut bannir la culpabilité, comment doit-on se sentir quand on trahit son propre code de valeurs ? Par exemple, est-ce qu'on a le droit de se sentir coupable d'avoir fait preuve de faiblesse ? Est-ce qu'on peut se sentir coupable de se sentir coupable ? Peut-être, mais le problème de la culpabilité, c'est qu'elle paralyse. Au lieu de ça, Nietzsche prône la prise de responsabilité et la transformation active de la faiblesse en force. C'est bien lui qui a écrit en premier « Ce qui ne te tue pas te rend plus fort » dans Crépuscule les idoles. La force se nourrit de la faiblesse. Et j'aurai ma vengeance. Pour en revenir à notre enquête, surentreprendre, ça semblait avoir le courage de remettre en cause les valeurs morales, qui sont en fait l'expression d'une faiblesse incompatible avec la volonté de puissance. Nietzsche appelle ça la transvaluation des valeurs. Et c'est le point de départ du surhumanisme. Le piège, quand on a détruit toutes les valeurs, c'est de sombrer dans ce que Nietzsche appelle le nihilisme. Ça vient du latin nihil, qui signifie rien. Ça désigne la croyance que la vie n'a pas de sens intrinsèque, que les valeurs morales sont inexistantes. Sans surprise, ça mène souvent à un sentiment de vide et de désespoir. Appliqué dans notre contexte entrepreneurial, ça serait l'équivalent de se dire que, puisque le bien et le mal sont des constructions, alors autant faire n'importe quoi. Finalement, un business, c'est gagner de l'argent. Donc pourquoi pas arnaquer tout le monde, par exemple. Okay. Mais Nietzsche différencie le nihilisme passif du nihilisme actif. Le premier est une résignation. Le second est une force destructrice et créatrice à la fois. Si tu veux partir à la connaissance des profondeurs, apprends à détruire. C'est ainsi que le nihilisme actif agit. Il abat pour reconstruire. Le nihilisme est une invitation à créer des nouvelles valeurs. Nous avons besoin de la nouvelle vérité pour échapper à l'ancien mensonge, dit-il. Cette vérité du surentrepreneur, elle doit découler de la volonté de puissance. La question n'est donc pas est-ce que cette valeur morale doit exister ou pas, mais est-ce qu'elle permet d'exprimer ou non ma volonté de puissance ? L'arnaque est-elle une façon pour moi de me dépasser ? À vous de voir. Mais comment savoir si un acte entrepreneurial nous a permis de devenir nous-mêmes ? Nietzsche, dans Le Gai Savoir, propose le test de l'éternel retour. Que se passerait-il si un jour ou une nuit, un démon se glissait furtivement dans votre solitude la plus solitaire et vous disait « Cette vie, telle que tu la vis maintenant, et l'as vécue, tu devras la vivre encore une fois et un nombre innombrable de fois. Et il n'y aura rien de nouveau en elle. Mais chaque douleur et chaque joie, chaque pensée et chaque soupir, tout ce qu'il y a d'indiciblement petit et de grand dans ta vie, devra revenir pour toi, tout dans le même enchaînement et succession. » Il pose une question intéressante. Si vous saviez que votre vie était destinée à se répéter, serait-ce une malédiction ou une bénédiction ? Pas facile, hein ? Si l'idée de revivre éternellement chaque moment nous remplit de regrets, c'est un signal que nous ne vivons pas de manière pleinement authentique. On comprend que le regret suprême, ça serait de n'avoir, dans aucune de ces vies répétées, vu son plein potentiel. Il y aurait donc, tout en haut des valeurs du surentrepreneuriat, la volonté de minimiser les regrets, toutes les décisions prises dans un sens contraire à l'accomplissement de soi. À ce titre, Nietzsche est très critique de ce qu'il appelle les arrière-mondes, ce qui désigne toutes les philosophies qui promettent un autre monde, une vie après la mort. Évidemment, c'est une critique qu'il adressait d'abord au christianisme. Recontextualisé, ça donne des questionnements intéressants. Qu'auriez-vous fait différemment si par exemple ce prochain job était votre dernier ? Si demain, on vous annonçait que vous n'obtiendrez rien de ce qu'on vous a promis,
À quel point regretteriez-vous l'investissement de votre temps ? Ils ont inventé les arrière-mondes pour se protéger de la lumière éclatante de cette vie-ci, ainsi parlait Zarathustra. Les carrières professionnelles sont très souvent construites avec l'idée qu'au prochain échelon de responsabilité, on vous donnera ce que vous voulez. J'ai vu ce phénomène se produire chez beaucoup d'ex-camarades d'école, qui se retrouvent coincés dans un engrenage. Je reste convaincu que s'ils se faisaient rouler dessus demain par une voiture, ils aimeraient pas forcément qu'il y ait écrit « banquier M&A » sur leur épitaphe. Pourtant, ça serait le projet de leur vie auquel ils ont accordé le plus d'énergie et de temps. Pour relever ce test de l'éternel retour, Nietzsche nous donne une courte formule. Amor fati. Amour du destin. Ma formule pour la grandeur de l'homme, c'est amor fati. Que l'on ne veuille rien de différent, ni en avant, ni en arrière, ni dans toute l'éternité. Ecce homo. C'est une attitude d'acceptation totale et inconditionnelle de la vie telle qu'elle est, y compris ses aspects les plus douloureux et difficiles. Cette acceptation nous libère des regrets et des ressentiments, deux signes de faiblesse selon Nietzsche, et nous permet de vivre de manière plus authentique. C'est une idée qui fait beaucoup penser à un courant philosophique très à la mode en ce moment, le stoïcisme, qui prône l'acceptation de ce qui ne peut pas être changé. Les stoïciens enseignent que l'acceptation du destin, fatum, est essentielle pour atteindre la tranquillité d'esprit, ataraxie. Tout ça est le prolongement de l'idée que les notions de bien et de mal sont subjectives. Il n'y a que ce qui est, et ce que vous en faites. Et si, après destruction des valeurs morales, il n'y a que ce qui est, c'est que c'est au surhomme de reconstruire son système de valeurs. Pour ça, Nietzsche recommande de faire preuve de syncrétisme, qui consiste à combiner des idées initialement incompatibles, ce qui donne quelques petites punchlines. Celui qui vit de combattre un ennemi a tout intérêt à le laisser vivre, ecce homo. Nietzsche dit ici qu'aimer son ennemi signifie reconnaître sa valeur dans notre processus de renforcement personnel. Plutôt que de le haïr ou de chercher à le détruire, on le valorise, comme un adversaire qui nous pousse à nous améliorer. Souhaiter sa perte ou refuser d'apprendre de lui car ses opinions sont contraires aux nôtres, c'est violer le principe d'amor fati. Les convictions sont des ennemis de la vérité, plus dangereuses que les mensonges. Humain trop humain. En bref, le surentrepreneuriat est moins associé à un type d'entreprise en particulier qu'à une attitude face à son propre système de valeurs dont l'entrepreneur peut soit hériter, soit en créer le contenu. C'est plus facile d'exprimer ce qu'est un surentrepreneur qu'une surentreprise. En fait, deux entreprises qui auraient exactement les mêmes caractéristiques pourraient résulter de deux cheminements moraux très différents. Par exemple, un entrepreneur issu d'une famille d'entrepreneurs, n'ayant jamais questionné les valeurs qu'il a reçues, relèverait certainement moins du surentrepreneuriat qu'un fondateur, ayant dû s'affranchir d'un héritage familial ouvrier. Surentreprendre est plus une affaire de point de départ que de point d'arrivée. C'est une question de comment et de pourquoi. J'enseigne qu'il faut encore porter en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante. J'enseigne que vous avez encore du chaos en vous. Malheur, le temps est proche où l'homme ne pourra plus enfanter un astre. La quête entrepreneuriale est une recherche d'ordre. Si on caricature, c'est le fait de réussir à bâtir une entreprise prospère sur les problèmes d'un groupe de personnes. Tout est créé pour combattre l'entropie. C'est la propension qu'ont tous les organismes à retourner vers le chaos. C'est pour ça qu'il y a des contrats, des managers, des comptables, etc. Dans La naissance de la tragédie, Nietzsche introduit les concepts de dionysiaque et apollinien, comme deux forces opposées mais complémentaires. Dionysos représente le chaos, l'irrationnel, l'extase et l'union avec la nature, tandis qu'Apollon représente l'ordre, la rationalité, la forme et la beauté. Pourquoi je vous parle de ça ? Eh bien parce qu'on assimile bien trop souvent l'acte d'entreprendre à l'apollinien, qui serait un combat contre le chaos. Tapez entrepreneuriat dans la barre de recherche YouTube et vous tomberez sur des conseils pour être discipliné. Et plus largement, un ensemble de méthodes pour combattre vos penchants naturels. Sauf qu'en voulant privilégier l'ordre à tout prix, on tue le dionysiaque. L'homme moderne a perdu la capacité d'expérience dionysiaque. Il ne veut plus et ne peut plus aimer le chaos et la terreur de la vie. Il recherche la sécurité, l'ordre, la prévisibilité, et dans cette quête, il a sacrifié l'intensité, la passion et la véritable profondeur de l'existence. Il y a pour Nietzsche, dans le dionysiaque, des aspects essentiels de la nature humaine, qu'on ne peut pas ignorer. Comment accepter ce qui est, tout en essayant de fuir les aspects désordonnés de la vie. Le dionysiaque, c'est la force du surhomme.
Elle détruit toutes les structures anciennes pour permettre la naissance de nouvelles idées. C'est l'antidote à la rationalité excessive, qui mène à une existence stérile, sans passion et profondeur. Nietzsche critique les approches académiques et sérieuses de la connaissance, qui peuvent devenir étouffantes. C'est ce qu'il prône dans le gai savoir, qui proposait de rechercher la connaissance avec joie et humour. Dit plus simplement, on se fait chier sans Dionysiaque. Today, Apple is going to reinvent the phone. Il y en a pourtant un peu initialement dans chaque fondateur. Cette volonté éphémère de créer, d'imprimer dans ce monde une chose qui lui est propre, au risque parfois d'en détruire une autre. Le souci, c'est que la croissance a un effet apollinien sur les entreprises qui y survivent. Car ce chaos créateur, c'est aussi celui qui met les entreprises en faillite. C'est pour éviter ça qu'on processise, cadre et planifie. Et ainsi meurt le Dionysiaque. Et l'art en même temps. Nietzsche voit l'art comme une force vitale, qui peut transformer la réalité quotidienne et offrir un aperçu de la condition humaine. Il y a des musiques, des films, et même des livres qui font pleurer, car elles vous font voir une partie de vous-même d'une façon émouvante. Si le surhomme se nourrit d'art, le surentrepreneur aussi. Le problème, c'est qu'il n'y a souvent rien de tout ça dans une entreprise, comme si elle était perméable à l'expression artistique. Comment alors les réconcilier? Nietzsche va chercher la réponse dans la tragédie grecque. La vraie tragédie naît de la fusion du dionysiaque et de l'apollinien, où l'individu accepte le chaos et l'extase de la vie tout en maintenant une forme et une structure. La naissance de la tragédie. La tragédie permet la réconciliation des contraires, en montrant que la vie est à la fois terrible, belle, chaotique et ordonnée. Dans les tragédies, il y a un chœur, souvent composé de citoyens, qui exprime des émotions collectives. Il représente l'irrationnel, le chaos. Il y a aussi souvent des personnages qui sombrent dans la folie. Ça donne des trucs un peu hardcore, comme dans Oedipe Roi de Sophocle, où le gars il découvre qu'il a tué son père et épousé sa mère, donc il finit par se crever les yeux. Et à la fois, il y a des personnages très structurés, qui sont des archétypes héroïques, qui partent dans des quêtes rationnelles. Parce qu'à la base, Oedipe, il cherche la vérité quand même. Quand ces forces sont parfaitement combinées, ça crée chez les spectateurs l'expérience de la catharsis. Ça veut dire la purification. Ça désigne le processus par lequel les spectateurs se purgent de leurs instincts naturels en éprouvant ces émotions fortes dans le cadre apollinien du théâtre. Par l'art, nous sommes conduits vers l'essence des choses, qui est leur caractère tragique, et nous apprenons à aimer cette essence, la naissance de la tragédie. Dans le surentrepreneuriat, il y aurait la notion de laisser la force dionysiaque de l'entrepreneur s'exprimer au service de l'entreprise, ou plutôt de ne pas laisser le temps tuer l'énergie chaotique des débuts. Il faut porter encore du chaos en soi pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante. Pour le surentrepreneur, une entreprise n'est donc pas une quête économique, c'est son œuvre d'art. Et on sait qu'on en a produit une quand elle donne envie à son spectateur lui-même d'en produire une à son tour. Vous voyez comment vous vous sentez à la sortie d'un grand film qui vous a transporté, donné envie de changer votre vie? En fin de compte, le surentrepreneur, je crois que c'est tout simplement celui qui provoque l'envie d'entreprendre chez les autres. Oh, that is the best part. C'est l'effet produit quand on observe un esprit libre, challenger avec succès les valeurs morales imposées par le groupe qui l'entoure, et exprimer pleinement sa volonté de puissance. Y a rien qui m'arrêtera. Ça peut prendre la forme d'un start-upper, d'un bootstrapper, d'un infopreneur, et probablement beaucoup d'autres choses. Car c'est plus une affaire d'être entreprenant que d'être entrepreneur. C'était Théo, merci d'avoir regardé la vidéo.